Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Un Focus où on parlera ce soir de cluster de finances, de secteur privé et d'intégration régionale, et plus précisément en République démocratique du Congo, puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Pape Demba Thiam, qui est le coordinateur du cluster pour la finance, le secteur privé et l'intégration régionale en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville, et plus largement aussi au niveau des Grands Lacs. Monsieur Demba Thiam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. Ce n'est pas la première fois que vous êtes avec nous. On a plaisir à vous retrouver dans cette émission. Alors quand je disais cluster coordinateur, expliquez-nous en quoi consiste précisément votre rôle, votre fonction et votre job. Quand on parle de coordonnateur d'un ensemble de programmes, c'est pourquoi on appelle cluster, parce que c'est le mot en anglais, mais un cluster c'est un ensemble. Oui. Mais c'est un ensemble coordonné. Voilà, ensemble de programmes qui touchent aussi bien au développement du secteur financier, au développement du secteur privé, surtout à travers l'industrialisation et le développement des agglomérations industrielles, et aussi l'intégration régionale que l'on comprend comme la dispersion dans l'espace économique de fonctions intégratrices au niveau de la production, avec des effets de diffusion dans l'espace économique. Alors arrêtons-nous donc sur la RDC, un pays dont on a déjà parlé ici même dans Vox Africa et dans Focus. Alors sur le plan de vue macroéconomique, ces dernières années, le pays a, si on peut dire, fait des performances. En tout cas, la situation est stable et même encourageante. L'inflation a été maîtrisée, la croissance est dynamique, prévue près de 8% en 2012 et peut-être plus donc en 2013. Mais en même temps, on sent que au niveau microéconomique, la création d'entreprises, la circulation, si vous voulez, et la redistribution de l'argent, ça peine parce que le Congolais moyen, le panier de la ménagère, semble encore très vide. C'est pour ça qu'on dit que le Congo est un pays, un géant au pied d'argile. Et on pourrait même parler aussi de la crise qui sévit à l'est du pays, mais au Kivu, très loin de Kinshasa. Mais entre-temps, on sent qu'il y a un dynamisme et il y a un potentiel. Et alors, dites-nous, vous, dans ce cadre-là, vous agissez plus sur le terrain microéconomique que macroéconomique? Je dirais sur les trois niveaux. Parce que, vous savez, le développement est affaire d'intégration, d'intervention, aussi bien au niveau microéconomique, au niveau mésoéconomique, oui, et au niveau macroéconomique, et au niveau spatial aussi. La raison pour laquelle vous pouvez avoir une croissance qui est saine sur le plan macroéconomique et qui peut faire pâlir des pays qui sont en récession, même dans l'hémisphère nord. La raison pour laquelle cette croissance ne se traduit pas encore en création d'emplois systématiques, c'est que la croissance partagée, elle se place sur des chaînes de valeur. Vous voulez partager quelque chose, vous devez partager une richesse qui se crée. Si vous voulez partager le peu qui se crée sans possibilité d'expansion, vous finissez par distribuer de la pauvreté. Alors, les équilibres macroéconomiques sont absolument indispensables pour stabiliser tous les flux économiques au niveau de leur grandeur générique en général. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République démocratique du Congo, après avoir fait un travail titanesque au niveau de la stabilisation macroéconomique, s'est trouvé un plateau pour pouvoir maintenant attaquer les questions de développement microéconomique, notamment en recousant les chaînes de valeur, oui, qui pourraient féconder une prospérité partagée lorsqu'on peut combiner l'action publique et l'action privée dans le cadre d'une programmation maîtrisée. Donc, je suis très content que vous sentiez ce frémissement. Vous avez raison de le dire. Parce que Paris ne s'est pas construit en un jour, mais nous sommes certainement sur la bonne direction. Et les Congolais voudraient le sentir aussi, comme on dit, dans leur portefeuille, dans leur poche. Mais vous en avez parlé, hein, vous l'avez évoqué, la chaîne des valeurs. Ça, si je puis dire, c'est votre dada. En tout cas, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Vous avez déjà expérimenté ça ailleurs, notamment au Ghana. Vous avez écrit des livres et vous avez aussi cette particularité d'être non seulement, donc, si je peux dire, un fonctionnaire d'une institution internationale comme la Banque mondiale, vous avez participé à d'autres, notamment aussi à l'OCDE, mais vous avez aussi eu un parcours d'entrepreneur. Donc de cette expérience d'entrepreneur, aujourd'hui, vous la mettez à l'œuvre
le dire de façon concrète. Alors on va parler, on va essayer d'aller dans le détail, dans le temps qui nous a imparti malheureusement, mais en tout cas donner goût et envie aux gens d'en savoir plus. Alors, ce que vous mettez en place, c'est précisément le partenariat stratégique sur la chaîne de valeur. Alors comment on peut illustrer ça pour que le profane qui nous écoute puisse comprendre de quoi s'agit-il? Très bien. Vous savez, j'ai changé un tout petit peu le langage, parce qu'avant, je parlais de théorie des interfaces. Oui. Mais à l'époque, j'étais un peu plus académique. C'est encore plus abscon, ça, comme voilà, langage. J'étais un peu plus académique, perceptif, mais tous les gens qui sont perceptifs et intuitifs peuvent paraître contradictoires si ils n'arrivent pas à désigner de manière concrète l'objet qu'ils essayent de théoriser. En réalité, la stratégie des interfaces n'est rien d'autre qu'une stratégie qui permette de créer un partenariat stratégique sur des chaînes de valeur. Alors, l'ouvrage Stratégie d'interface, intégration économique et développement était quelque chose qui essayait d'apporter la formalisation pour que d'autres puissent s'inspirer des expériences de mon vécu d'entrepreneur et de chercheur combiné. Ouvrage écrit en 91, c'est ça? 91. 91 oui. Avec Peter Lang, c'est ça? Et qui a été réédité récemment. Ça reste encore à des niveaux très chers, mais je vous confesse que je n'ai plus de droit d'auteur. Enfin, je n'ai plus comment on appelle ça, de royalties dessus. En tout cas, c'est une référence. Voilà. C'est une référence parce que c'est ce dont je me sers toujours pour essayer de fonctionner comme un entrepreneur institutionnel dans des institutions dans lesquelles j'ai travaillé, et notamment la Banque mondiale. Alors, décortiquons pour bien comprendre, et après on va avoir des exemples concrets. Partenariat, ça se comprend facilement. Mise en relation, je veux dire, communauté d'intérêt, en quelque sorte, je pourrais traduire ça, partenariat stratégique. On voit bien, donc une vision sur le moyen et le long terme. Maintenant, sur la chaîne des valeurs, c'est quoi une chaîne de valeurs? Très bien. Vous savez, on a des lignes de production, c'est la base. L'huile de palme est une ligne de production, la banane est une ligne de production, la menuiserie peut être une ligne de production. Dans une ligne de production, vous avez de la matière première et vous avez du potentiel pour transformer cette matière première. Mais pour arriver à transformer ces lignes de production en chaîne de valeur, c'est là qu'intervient l'approche des interfaces que nous avons rebaptisée approche de partenariat stratégique sur les chaînes de valeur. Pourquoi au Congo, vous avez toutes ces ressources dont la transformation peut donner lieu à des produits qui sont désirés à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, et que rien ne se passe? Oui. C'est parce que ces lignes de production sont dormantes et n'ont pas été suffisamment exploitées. Et si vous voulez, par exemple, qu'un industriel vienne faire de la transformation agro-industrielle, il peut posséder des machines qui peuvent faire ces transformations, il peut faire peut-être des emballages qui sont conformes, mais lorsqu'il maîtrise cet aspect microéconomique, il vient s'implanter au Congo, il se rend compte qu'il y a des ruptures de séquence sur la chaîne d'approvisionnement de la matière première, que s'il doit travailler avec des paysans, ceux-là ne sont pas organisés assez pour pouvoir développer leur production et la mettre à un niveau qui permette d'approvisionner une entreprise industrielle qui fait de la production de masse et qui doit tourner régulièrement. Oui. Il se rend compte que l'environnement dans lequel on travaille, il manque des infrastructures, il manque la formation, il manque le stockage, il manque un ensemble d'éléments qui sont en dehors de la zone de confort. La chaîne, elle tient par des maillons. Et quand vous êtes dans une situation où il y a plusieurs acteurs économiques, chacun de ces acteurs tient un maillon qui est essentiel pour que la chaîne soit structurée comme une chaîne. Elle doit avoir de la fluidité, elle doit être solide et elle doit pouvoir féconder une mutualité d'intérêts pour tous les partenaires qui sont là. Donc, si vous prenez aujourd'hui une ligne de production, les gens font toujours la confusion entre ligne de production et chaîne de valeur. Oui. Une ligne de production, c'est un potentiel de production. C'est comme, par exemple, tous les produits qui abondent au Congo et qui ne sont pas transformés peuvent être des lignes de production. Bien sûr. Mais ces lignes de production, si vous voulez les transformer en chaîne de valeur,
vous devez rentrer dans un processus de transformation, par exemple, de la matière première par une industrie. Et lorsque vous rentrez dans cette logique-là, vous vous rendez compte que dans cette chaîne de valeur, le producteur de matière première, il est essentiel. Le transporteur, il est essentiel. Celui qui le stocke, il est essentiel. Celui qui le reçoit et le transforme, il est essentiel. La manière de le transformer dans l'environnement de l'entreprise, c'est essentiel. La sortie du produit pour aller vers l'expédition, c'est essentiel. Et autour de ça, vous avez toute une phénoménologie de fonctions qui sont essentielles et pour lesquelles il y a des détenteurs qu'il faut amener à conjuguer leurs efforts. Oui. C'est pour ça que je les appelais au début stratégie d'interface, parce que vous mettez les gens ensemble. Oui. Mais c'est comme dans tout mariage. Même un mariage d'amour, c'est un mariage d'intérêt. Il faut que chacun y trouve son compte pour que l'opération soit gagnant-gagnant. C'est la raison pour laquelle l'État, qui a la charge de délivrer des biens publics, ne va pouvoir délivrer des biens publics que s'il y a un entrepreneur privé pour lequel ces biens publics rentrent dans la définition de ces méthodes de transformation et lui permettent de rester dans sa zone de confort, s'occuper de la transformation et laisser d'autres faire autre chose. Donc l'État doit poser le cadre, en quelque sorte, le cadre optimum pour que les acteurs du secteur privé, si je peux dire, les industriels, comme vous avez dit, celui qui transforme la matière, chacun à sa place, chacun a son rôle dans cette chaîne globale, puisse aussi maximiser à ce niveau-là son intérêt. Absolument. C'est-à-dire que l'État est responsable de la politique économique, de la planification stratégique, de la programmation et de l'action. C'est ça son rôle. On avait fini par confiner l'État seulement à un rôle extrêmement aérien et très éloigné du théâtre des opérations. Ça peut exister et fonctionner bien dans des formations économiques et sociales pour lesquelles le minimum de plateformes d'infrastructures existe. Ouais, mais si vous avez un investisseur qui va venir investir dans une zone où les paysans ne sont pas organisés pour développer une production qui peut servir de matière première convenable à la transformation industrielle, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école de formation. Même si vous voulez recruter, par exemple, dans la transformation de poissons, 1000 filteurs, vous ne les trouvez pas. On n'est pas là. Ouais. Alors, maintenant, dans un pays comme le Congo, où tout est urgent en même temps, où l'urgence se reproduit tous les jours avec des prétentions de durer dans le temps, il faut être opportuniste. Il faut se dire, bon, nous avons un potentiel de lignes de production qui dorment dans certains secteurs. Nous avons des industriels qui sont intéressés à venir, là où ils maîtrisent leur domaine d'action, leur technique, les finances, la commercialisation, il manque des chaînons. Exactement. Et là, l'État peut venir avec ses partenaires dire, nous allons restaurer ces chaînons, nous allons les ressouder, de manière à créer de la cohésion dans les structures économiques et de la progressivité dans leur expansion pour permettre d'inclure le maximum de participants dans ces chaînes de valeur. À ce moment, et c'est créatrice de richesse, ces chaînes de valeur. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, dans un pays comme le Congo, si vous voulez faire de la croissance partagée, de la prospérité partagée, mais vous êtes obligé de bâtir l'économie congolaise sur ses forces, au lieu de penser, comme on le faisait par le passé, qu'à gérer ses faiblesses. Oui. La grande problématique qui a été posée et qui a fécondé une partie de l'échec des politiques de développement, c'est que les gens se sont concentrés sur la gestion des faiblesses de la plupart de ces pays, au lieu de bâtir l'économie sur les forces en transformant les lignes de production en chaînes de valeur. Exactement. Alors bon, on a l'impression que tout ça a changé, il y a un nouveau paradigme, puisqu'on parle tout le temps de ça, on dit transformer les produits sur place en Afrique. J'étais aux assemblées générales de l'ABAD à Marrakech il y a quelques mois, on en parlait. Au niveau des institutions de Bretton Woods, on ne parle que de ça. Je veux dire, comment le faire? C'est ce que vous essayez de mettre en place en République démocratique du Congo, notamment par la création de ces clusters. Il y en a 5. Notamment sur ce qui concerne un marché pour les denrées agricoles, une technopole pour l'industrie du bois, technopole pour les industries créatrices, technopole pour les industries métalliques et mécaniques, technopole pour l'emballage et le carton. Alors, en expliquant en quelques mots et de façon simple,
un de ces clusters. Expliquez-nous qu'est-ce qui va être mis en place et comment tout cela va fonctionner et va au bout du compte créer de la richesse et donc augmenter le niveau de vie de la population de la RDC. Là où il y avait une rivière, quand vous retournez, vous devez toujours trouver des traces d'eau. Donc, quand nous avons décidé d'attaquer une première illustration de comment peut marcher le partenariat stratégique sur les chaînes de valeur, nous avons attaqué la filière d'huile de palme, qui n'était plus une filière, c'était devenu une ligne de production dormante. Parce qu'une chaîne de valeur, c'est une filière, mais une filière dans laquelle il y a de la valeur à partager. Exactement. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons trouvé un industriel qui avait essayé, avec le même raisonnement, sans maîtriser tout son environnement, d'investir dans l'huile de palme. Il a arrêté tout de suite, même s'il avait déjà mis près de 22 millions d'investissements, parce qu'il s'est rendu compte d'une chose, qu'il ne pouvait pas s'approvisionner régulièrement parce que la production en amont était sclérosée, que les paysans eux-mêmes étaient désorganisés, qu'ils ne recevaient aucun appui en matière de développement de leur plantation. Le stockage, n'en parlons pas. Les routes de desserte agricole, il n'y en avait pas, il n'y en avait plus. Les infrastructures d'adduction d'eau industrielle, d'électricité, il n'y en a pas. Bon bref, le gars peut se retrouver tout simplement avec un beau bijou planté quelque part, comme une étoile de mer, mais sans aucune connexion. Ou bien le centre d'une galaxie où il n'y a rien qui relie le centre de la galaxie à ses satellites. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Une vision plus globale, plus holistique de cette ligne de production? Voilà, ce que nous avons commencé d'abord par faire, c'est interviewer de manière séquentielle sur plusieurs thèmes l'investisseur pour comprendre qu'est-ce qu'il maîtrisait et qu'est-ce qu'il ne maîtrisait pas. C'est ça que j'appelle quand est-ce qu'il sort de sa zone de confort. On s'est rendu compte qu'il maîtrisait la production, que l'expertise, il pouvait l'acheter, l'argent, il pouvait l'avoir pour les machines, il pouvait investir. Mais que ce n'était certainement pas à lui d'aller tirer des lignes d'électrique à des kilomètres, d'aller former des paysans, de tirer l'eau, d'aménager l'espace économique, ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait 150 000 agriculteurs qui pouvaient revenir dans le système. Alors, on a interrogé par groupe ces 150 000 agriculteurs, on les a constitués en organisation avec une plateforme de dialogue. Eux aussi nous ont dit qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour eux pour qu'ils puissent rentrer en partenariat et produire et livrer à ces usines. On a fait des études de validation et on a reconstitué le puzzle, comme quand nous jouions, quand nous étions enfants avec les Lego. Je vous assure, M. Eric, c'est excitant parce qu'on fait des choses très sérieuses mais s'amusant. Donc on a reconstitué le puzzle sur le papier. Et c'est là qu'on s'est rendu compte quelles sont les contraintes qu'il fallait gérer, quels sont les risques auxquels il fallait apporter des systèmes de dilution et d'atténuation. Et nous sommes arrivés avec un package d'engagement que l'entrepreneur privé doit prendre sur le plan technique, financier, sur le plan de son intégration dans la filière. Nous avons vu avec le gouvernement, avec le ministre Kitebi, qui joue presque le rôle de ministre de promotion économique, même si c'est un ministre des Finances, et est devenu aujourd'hui un spécialiste des clusters. Vous avez entendu son discours à Marrakech sur les chaînes de valeur. Tout à fait. Et nous avons commencé à discuter avec les organisations paysannes. Bref, nous sommes arrivés à définir un compendium d'intervention. Certaines relèvent de la contrainte publique, certaines relèvent des ONG, d'autres relèvent de l'investisseur dans la finance, et nous avons mis tout ça ensemble. Résultat, l'investisseur, il va passer son investissement qui était mort à 22 millions, il va le passer à 50 millions littéralement. Il ne va pas s'arrêter à produire l'huile de palme raffinée, il va produire la margarine, il va produire les cosmétiques, les détergents, et nous sommes en train de voir avec lui comment il peut récupérer les gousses d'huile de palme, la coquille, pour en faire de l'aliment de bétail, parce qu'avec les effets de ruissellement, nous voulons lancer l'aquaculture là, puisqu'on peut fabriquer l'aliment de bétail. Le paysan, il va même bénéficier de 2 unités de production industrielle pour transformer l'huile de palme dès qu'elle est extraite, une à Tchela, une à Lukula, alors que l'industriel se trouve à Boma. Nous allons construire les routes de desserte agricole ou les réhabiliter. Nous allons soutenir les programmes d'extension et de vulgarisation, y compris la distribution de semences, le stockage, l'acheminement.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une grappe de convergence intégrée. C'est ça qu'on appelle cluster. Oui. Et on a signé l'accord entre 5 ministres du gouvernement de la RDC, l'industriel, le 21 mai dernier, à la veille de l'arrivée du Dr Kim, président de la Banque mondiale et de Ban Ki-moon. Alors, partant de cet exemple, si vous voulez dire, en cours d'achèvement, puisque c'est déjà fait, c'est déjà mis en place, vous avez l'intention, donc le gouvernement congolais a l'intention de le faire, avec votre appui, donc l'appui de la Banque mondiale, et de vous en tant que coordinateur cluster, donc résident pour la RDC, de mettre en place 5 autres clusters. Je les ai cités, hein. Donc il y a à la fois au niveau agribusiness, au niveau industrie du bois, industrie créatrice, industrie métallique et mécanique et industrie de l'emballage et des cartons. Pourquoi avoir choisi ces 5 secteurs-là précisément? Vous savez, moi je crois que c'est les économistes qui ont abîmé le développement. Oui. Le développement est une affaire de bon sens. Prenons le cas du technopôle pour les meubles qu'on appelle Kinmeuble. Kinshasa est une agglomération de près de 12 millions d'habitants. On a recensé environ 12 000 menuisiers artisans, des plus doués en matière de conception et d'exécution. Vous les trouvez à Mbinza Météo, vous les trouvez ce que vous appelez Delvaux, un peu partout. Et quand vous arrivez chez ces gens-là, vous vous rendez compte qu'ils ont le talent, mais il leur manque des machines de précision, il leur manque des machines de séchage de bois. Ils peuvent vous fabriquer une belle porte ou une belle table, mais elle va sécher chez vous. Elle va être gondolée, donc la valeur économique n'y est pas. Ils n'ont pas de machines pour pouvoir coudre le cuir s'ils veulent faire des fauteuils en cuir. Ils n'ont pas de machines pour faire la finition que vous voyez lorsque vous travaillez sur des produits d'un certain niveau de sophistication. Lorsqu'ils achètent des pièces qui rentrent dans la composition des produits comme des pieds de table, ils les payent 15 fois plus cher. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas regrouper ces 12 000 artisans dans une ville aussi grande que Monaco, l'espace existe, autour de Kinshasa ou un peu plus loin, faire en sorte que les services qui sont essentiels, comme le séchage du bois, comme la découpe de précision, oui, comme la finition, comme la commercialisation, comme l'exposition, comme la conception assistée par ordinateur. Bon, vous pouvez laisser vaquer votre imagination à tout ce qu'un entrepreneur individuellement ne peut pas acquérir parce qu'il a des moyens limités, oui, il a une petite taille. Mais ne me dites pas que si une machine de séchage coûte trop cher pour un entrepreneur qui emploie 3 ou 4 personnes, elle ne va pas être rentable lorsqu'elle va servir 12 000 entrepreneurs qui en payent le service. On va même arriver à des coûts de service de ces machines. Des économies d'échelle. Très pas par des économies d'échelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tous ces services-là de cette nature, on va les placer au centre, j'allais dire, d'un cercle. Autour, on va disposer des ateliers, 12 000 ateliers. Et lorsque vous avez ces 12 000 ateliers qui utilisent les services communs, mutualisés, avec des coûts de rendement d'échelle qui sont des rendements d'échelle élevés, donc des coûts très bas, vous créez des structures de compétitivité. Mais lorsque vous le faites, qu'est-ce que vous allez faire? 12 000 entrepreneurs qui vous emploient chacun 5 personnes, ça fait 60 000 emplois. Mais 60 000 emplois regroupés dans un même endroit, ça crée une ville. Ma ville natale, Saint-Louis du Sénégal, c'est une ville de 70 000 habitants. Mais alors vous avez quoi, Eric? Le troisième cercle, c'est la ville. La ville, bien alors sûr. Vous avez donc l'habitat, vous avez l'hôtellerie, la restauration, la santé autour de ça. Alors ce que nous faisons, nous, c'est que nous développons ce concept actuellement avec des architectes, oui, des aménageurs, des gens qui vont nous faire tous les plans de masse et d'occupation, de manière à pouvoir présenter le type de service que l'on pourrait concessionner au secteur privé. On va développer le concept jusqu'à un moment où c'est le secteur privé qui va se disputer de pouvoir avoir une clientèle de 12 000. Mais qui investit? Qui met le seed capital? Le gouvernement à travers la Banque mondiale. Actuellement, on a un fonds de développement de projets qui est dédié
à ça. De combien? Pour l'ensemble de ces clusters, on a 15 millions de dollars. Et 15 millions, ça va faire effet levier, donc leverage, et vous devez atteindre combien? Écoutez, si on fait les estimations actuelles pour construire tout ce qui sera investi, indépendamment de celui qui l'investit, on va arriver pratiquement à un investissement total de l'ordre de 500 millions de dollars en valeur. Mais ça veut dire que si on arrive à utiliser de l'argent pour pouvoir développer ces projets, faire la syndication, faire la promotion, recruter des investisseurs, faire la concession, on aura en fait utilisé de l'argent pour faire de l'interface. Bien sûr. Et cet argent va pouvoir générer des opportunités d'investissement qui sont sécurisées sur le plan de l'appréciation et de la gestion des risques, sur le plan de la protection juridique des investissements. Il y aura un régime applicable aussi à ces grappes de convergence. Et aujourd'hui, nous avons sondé, discuté avec toutes les parties prenantes et tout le monde est excité à l'idée de pouvoir mettre de l'argent. J'ai rencontré par exemple à Paris la semaine dernière un gars qui voulait importer du bois, qui était venu me voir à l'hôtel pour en parler. Quand je lui ai exposé le concept, il m'a dit, mais si j'importe du bois du Congo, je suis mort. Oui. Je vais alors venir m'installer au Congo, soit travailler en sous-traitance avec ces 12 000, soit développer ma propre ligne de production parce que j'ai les structures de compétitivité, les structures qui sont cohérentes, intégrées, la protection juridique qui me permettent j'allais dire qu'il y aura même des écoles de formation, il y aura tous les éléments. Il y aura en tout cas tout l'écosystème en quelque sorte. Absolument. Pour produire. Alors Monsieur Dembatiam, vous l'avez expliqué, donc un écosystème, si je peux dire, dynamique qui va, de ce point de vue, créer de la richesse et si on vous suit bien, je veux dire, chacun y aura son intérêt. La question que je veux savoir, quelle est la différence entre ce que vous allez faire et à l'époque ce que faisaient les régimes soviétiques qui faisaient de la planification en créant des kolkhozes, en déplaçant de force et en mettant ensemble, presque en les obligeant à travailler ensemble? On comprend peut-être bien l'intérêt, les kolkhozes, les sovkhozes. Vous aujourd'hui, qu'est-ce qui va pousser par exemple, je veux dire, le menuisier d'un quartier de Kinshasa de venir installer son atelier dans votre cluster? La première différence est une différence de philosophie et de paradigme. C'est-à-dire que notre développement de grappes de convergence que vous appelez cluster est tiré par le marché, par les opportunités de marché. Ce n'est pas administré, il n'y aura pas des prix administrés. Ce que vous arrivez à faire là-dedans, c'est de mettre l'opportunité à portée de réalisation. Transformer des risques en opportunités, parce qu'un investisseur privé, il n'a pas peur du risque, au contraire, il cherche un risque à domestiquer pour gagner l'argent. Au plus haut le risque, au plus grand le rendement. Voilà. C'est la différence entre nous, avec nous les bureaucrates, qui n'aimons pas les risques parce que nous aimons qu'à cocher des cases, nous aimons des surfaces planes. Mais aujourd'hui, le travail d'un bureaucrate comme moi devrait être d'amener le risque à un niveau d'appréciation dans une chaîne de valeur potentielle tel que le gars se dispute pour s'arracher le projet. Alors, la grande différence, c'était d'abord ça. Oui. La deuxième différence, c'était au niveau de la notion même de la valeur. Les gens laissaient la production se faire en régime administré. Je ne veux pas utiliser des mots à caractère politique désobligeant. Oui. C'était qu'on laissait faire la production et après, on se la partageait. Moi, je dis non. Le partage équitable doit se faire pendant la production. Donc, dans la production, vous devez créer l'espace pour que chaque personne qui a une compétence mette sa compétence sur le marché. Et ce sera au marché de dire que si ce coût, qui est un sacrifice de ressources, peut générer plus d'argent que d'argent sacrifié. Et c'est ça le mariage d'intérêt qui dure. Là, on ne parle plus d'exploitation. Parce que si le paysan qui produit de la matière première entre dans une logique de coûts maîtrisés, avec des structures de compétitivité qui permettent de baisser les coûts d'approche, l'industriel peut l'acheter à un prix qui, lorsqu'il ajoute aussi ces autres éléments de processing, lui permettent de vendre un prix compétitif. Donc, c'est dans ce mariage de raisons que vous trouvez l'intérêt des uns et des autres arbitré par un marché sain. Parce qu'on nous dit toujours qu'il faut aller à l'économie de marché. Oui. Mais pour aller à l'économie de marché, il faut se préparer à aller à l'économie de marché. C'est comme si vous disiez aux gens, prenez tous la mer, vous êtes à jeu égal. Il y en a qui ont des sous-marins et d'autres qui ont des pirogues qui vont se fracasser à la première vague.
Nous, en créant ce partenariat, on donne à tout le monde la même chance en fonction de ses aptitudes, de ses compétences et de sa capacité de vouloir travailler. Mais précisément, et vous venez de toucher quelque chose d'important, vous dites, on dit aux économies africaines, entrez dans l'économie de marché, entrez dans la mondialisation, trouvez votre place dans cette mondialisation, mais je veux dire, ce que vous allez créer en créant ces clusters, est-ce que ça sera absorber le produit final par le marché local ou c'est appelé à être aussi un produit d'exportation pour faire rentrer des devises étrangères dans le pays? Vous savez, nous vivons dans un monde global qui est régi aujourd'hui par la normalisation. Vous devez produire des produits à un certain niveau de qualité parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la concurrence déloyale. Parce que si vous produisez par exemple des médicaments qui sont de très mauvaise qualité, et ces médicaments sont en concurrence avec des médicaments de qualité pour lesquels il y a eu une dose d'investissement, à la limite, vous faites que la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est la normalisation qui doit précéder n'importe quel mouvement, c'est la régulation, c'est l'organisation. Mais nous vivons dans un monde où ni la finance n'est régulée, la globalisation est devenue une anarchie. Mais c'est la raison pour laquelle, pour revenir à votre question, Bien sûr. Au Congo, on va se préparer à éviter la vulnérabilité verticale des chocs extérieurs en enracinant le développement dans la transformation des ressources. Parce que nous avons des ressources. Bien sûr. La technologie, elle s'achète, l'expertise s'achète, l'argent se trouve lorsque l'investissement est sécurisé. Quel agenda, parce qu'on n'a pas parlé de l'agenda très important pour l'effectivité justement de ces clusters? Nous y sommes. L'huile de palme, comme on dit, nous l'avons déjà mis en route maintenant, nous avons à mettre en œuvre, chacun va investir ce qu'il doit investir. Le moment où j'ai la chance de vous parler, c'est que je suis ici pour négocier et discuter avec des corps de métier qui sont en train de nous préparer les maquettes qui nous permettront de pouvoir proposer ces programmes aux investisseurs. Donc nous y sommes. Je pense que nous avons un projet général de 5 ans. Et nous espérons qu'au terme de ces 5 ans-là, on aura déjà amorcé la construction de clusters. Mais c'est comme si vous me dites, quand vous construisez une ville, quand est-ce que vous allez terminer? Exactement. Il y aura la base Oui. que nous pouvons dire qu'on peut faire ça peut-être dans les 5 ans qui viennent. Mais après, la ville, elle va grandir avec des effets de propagation. Bien sûr, exactement. Elle a sa propre dynamique de croissance. Merci beaucoup, Papa Bemba Thiam. Comme je le rappelle, vous êtes donc cluster coordinateur, donc coordinateur des clusters, notamment pour la finance, le secteur privé et aussi l'intégration régionale en République démocratique du Congo et en République du Congo, donc en Afrique centrale. Merci pour cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir.